RTCI présente des invités de marque. Les analyses les plus pertinentes. Objectivité. Dans le vif du sujet. Avec Enis Morey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, excellente matinée à vous tous, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, du lundi jusqu'au jeudi avec toute l'équipe de la matinale d'RTCI. Aujourd'hui, nous allons discuter de la protection des données personnelles puisque le Conseil des ministres réuni le 8 mars dernier a adopté le projet de loi relatif à la protection des données personnelles qui amendera la loi numéro 63 de l'année 2004 qui est le texte en vigueur en la matière à ce jour. Plus de détails sur ce texte, ainsi que sur les nouvelles attributions de l'instance qui gère la protection des données personnelles en Tunisie, c'est ce que nous allons essayer de comprendre avec mon invité du jour, c'est Chaoukri Gaddes, le président de l'instance nationale de protection des données personnelles. Cher monsieur, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Alors, finalement, il est arrivé ce projet de texte tant attendu, me dit-on, qu'il a fait l'objet d'un forcing de la part du président du gouvernement pour qu'il soit adopté donc en Conseil des ministres. Il reste l'étape la plus importante, Chaoukri Gaddes, c'est son passage devant l'Assemblée des représentants du peuple. Alors, on va essayer d'abord de comprendre les nouveautés dans ce texte-là, puisque vous l'avez élaboré, ou du moins vous avez contribué donc grandement à l'élaborer, et puis on va essayer de comprendre un peu cette polémique autour de la nouvelle blacklist éventuelle, dans laquelle nous serions peut-être, donc je ne sais pas, vous allez nous rassurer par rapport à ça. Alors, les nouvelles dispositions par rapport au nouveau projet donc de loi sur les données personnelles. Voilà, donc il faudrait savoir quand même que nous avons une loi depuis 2004, et qu'aujourd'hui, cette loi qui est un peu dépassée, qui a été édictée dans un contexte bien particulier, qui n'est plus l'actuel en tout cas, fait que on a été obligé et amené, par obligation, vu nos engagements internationaux, mais aussi pour permettre de coller au plus près aux évolutions technologiques et tout ce qui se fait d'un peu partout dans le monde, quand on dit que ça devient un petit village, c'est effectivement le cas. Je parle de la planète, bien sûr. Il faut se mettre aux normes internationales pour pouvoir être, en tout cas, encore accepté comme étant un partenaire, et surtout avec l'espace européen qui, comme on le sait, totalise quelque chose comme 80% de nos échanges commerciaux. Notre premier partenaire. Voilà, notre premier partenaire. Et donc, on a été obligé non pas de réviser la loi de 2004, mais de lancer le projet d'une nouvelle loi qui va complètement remplacer, parce qu'on s'est amusé à essayer de réviser. Ça a fait quand même un patchwork qui n'était pas très très cohérent. Et donc on a laissé tomber la loi de 2004, on a préparé ce projet-là, et ce projet a commencé à être préparé, et c'est pour ça que j'en revendique un peu la paternité, il faut le dire, parce que j'y ai travaillé depuis 2006, Vous parlez de l'instance, non, personnellement. Ah, personnellement, d'accord. Non. L'instance, il faut le dire, jusqu'à maintenant, n'a pas encore donné sa position concernant ce projet de loi. D'accord. Pour que les choses soient bien claires. C'est parce que depuis que le projet a été lancé, j'ai demandé officiellement au conseil de l'instance de me communiquer par écrit tous les commentaires qui seraient les bienvenus et qu'on discuterait en séance de conseil. Et jusqu'à ce jour, à part un membre qui est le représentant du ministère de la Santé, j'ai reçu aucun commentaire d'aucun membre d'écrit. Et donc, du coup, on n'a pas de position de l'instance sur ce projet-là. Juste pour avoir une idée par rapport à la composition donc du conseil de l'instance, actuellement, donc... Elle est composée théoriquement de 15 membres, dont 3 sont permanents et les 12 autres non permanents, qui se représentent des départements ministériels pour leur totalité ou leur quasi-totalité. Actuellement, les 3 membres permanents sont le président, c'est moi-même. Il y a 2 membres permanents qui sont un juge administratif, c'est monsieur Mohamed Lhedi Lesleti, et un juge judiciaire qui est madame Lamia Zargouni. D'accord. Nous sommes les 3 membres permanents. Donc on est là tous les jours de la semaine, on travaille, on continue. Et pendant les réunions du Conseil, il y a 12 autres membres théoriquement qui nous rejoignent, mais il y en a 3 qui ne sont pas nommés jusqu'à maintenant, parce que leurs décrets sont quelque part dans les rouages de l'administration depuis de nomination, ce temps. Donc. Voilà. Et donc c'est ça. Ça crée des problèmes de quorum. C'est pour ça que la plupart du temps, les dernières réunions, on est obligé de passer à la deuxième réunion pour qu'on puisse la tenir, etc. En tout cas, tout ça, c'est ce qui a amené. C'est pour cela que vous avez donc revendiqué individuellement la paternité. Voilà. Oui. Donc non, c'est moi qui ai rédigé le projet. Ça, il n'y a pas à dire. Et par la suite, une fois que je l'ai rédigé conformément au règlement européen, parce que c'était l'idée, et non pas à la Convention 108, parce que la Convention 108 est dépassée par rapport au règlement, eh bien,
j'en ai fait cadeau au ministère des Droits de l'Homme, qui D'accord. en a fait son projet, qu'il a défendu, qui a lancé une consultation nationale, parce que nous, on n'a pas autorité pour le faire aussi, d'ailleurs, il faut le dire, qu'il a lancé la consultation nationale en juillet 2017. On a reçu quelque chose comme 530 ou 540 recommandations et commentaires de la part des différents départements ministériels et toutes les personnes qui ont été consultées. On a fait un workshop le 12 octobre, et ça a donné ce projet de loi. Parce que le projet initial faisait à peu près 220 articles. Aujourd'hui, il est à peu près à 140 articles. On a fait des réunions du comité technique la veille du Conseil des ministres. Et tout cela, pourquoi? Parce que, il faut le dire, parce que on a les politiques aujourd'hui qui sont derrière ce projet-là, qui poussent pour son adoption, et tous les politiques, quels qu'ils soient. Je veux dire, premièrement, le gouvernement a à leur tête Youssef Chahhed, que je remercie personnellement, parce que c'est quelqu'un qui a compris l'intérêt de la question, qui comprend la nécessité de mettre un cadre juridique conforme aux normes internationales aujourd'hui, et c'est lui qui a été derrière l'adhésion de la Tunisie à la Convention 108, et qui a toujours été derrière le passage le plus rapidement possible du nouveau projet de loi. Et c'est lui qui a fixé la date du 7 mars, bon ça a été décalé d'un jour parce qu'il devait aller à Ben Guelden, donc il y a eu ce Conseil de ministres, et je le remercie encore une fois, mais vraiment, parce que si c'était pas lui, moi je suis pas sûr que ça aurait été passé ou pas. Donc il y a Mahdi Ben Ralbi comme étant ministre des Droits de l'Homme qui a travaillé sur ça. Il y a Youssef Chahhed qui a poussé à faire ça. Et ça, on a eu un conseil de ministres où on a obtenu en plus la priorité pour ce texte-là. Et donc il passera en priorité. Mais je n'arrêterai pas les remerciements à ce niveau-là. Parce qu'il faut dire autre chose. Tant que ce projet était dans les rouages de l'administration, il y avait les députés qui étaient derrière, qui demandaient à savoir, voilà, non, et qui étaient convaincus aussi de la nécessité d'avoir ce texte-là. Je pense plus spécialement à Sinof El Jameli, président de la commission, qui à plusieurs reprises est passé à la radio, qui m'a téléphoné à plusieurs reprises et qui a fait lui aussi pression pour que le texte passe en priorité pour qu'il arrive chez lui. Donc tout le monde est là pour faire passer le texte le plus vite possible avant le 25 mai 2018, c'est-à-dire la date d'entrée en application du règlement européen. Un bon juriste que vous êtes, donc vous parlez de la forme, je vais attaquer le fond. Allons-y. Alors sur le fond, 4 axes principaux. J'ai jamais fait un topo aussi général et complexe sur la question. Il faut être avec Enis Murray, voilà exactement. Voilà. C'est pour plaisanter. Voilà, donc les 4 axes de ce projet de loi. Alors c'est très très intéressant. Vous préconisez une instance indépendante. On va revenir sur cette instance indépendante. Vous préconisez aussi une aggravation des peines, donc sur ceux qui essayent donc d'entraver ou plutôt de transgresser donc les législations relatives aux données personnelles. Il y a aussi des régimes spécifiques. Je lis ici, j'essaie de traduire. Vous venez de me donner donc un magazine français. Voilà. Non, la même existe. Je suis tombé sur l'arabe. Je suis tombé sur l'arabe. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc alors des régimes spécifiques encadrant le traitement des données personnelles sensibles, et puis un régime général plus conforme aux évolutions technologiques en matière de traitement des données. Alors, voilà, on va pas essayer peut-être de tout comprendre, mais donc la philosophie générale, Chawri Gades. La philosophie générale, c'est une continuité de la 108, parce qu'il faut pas oublier que quand on a adopté la 108, il y avait une convention donc qui était additionnelle, qui est la 181, qu'on a ratifiée aussi. C'est celle qui parle de la nécessité d'avoir une autorité indépendante qui s'occupe de ce domaine-là, et c'est conforme, ou en tout cas qui devrait être conforme aux principes qui se trouvent dans les principes de Paris sur les instances indépendantes. Parce que actuellement, il faut le dire, les gens ne le savent peut-être pas, mais cette instance-là, juridiquement parlant, l'actuelle, celle que je préside actuellement, n'a rien d'indépendant. Elle est sous la tutelle d'un ministère. Il est vrai que depuis que j'ai pris les commandes de cette instance... Qui est le ministère d'éthique ? Au début, non, pas du tout. Au début, c'était le ministère de la Justice, et par la suite, ça a été le ministère des Droits de l'Homme. D'accord. Mais il faut le dire que depuis que j'ai été là, le 5 mai 2015, j'ai toujours travaillé en toute indépendance. Je n'ai jamais consulté et je n'ai jamais eu un ministre qui est venu me dire pourquoi vous faites ça ou vous faites ceci ou cela. C'est-à-dire dans les faits, vous avez été indépendant. Dans la pratique, on a toujours été entièrement indépendant. Mais bon, il faut le concrétiser sur le plan des textes. Par la suite, vous savez, parfois on a un texte où il y a une autorité indépendante, mais on n'a pas une autorité réellement indépendante dans la pratique. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre les normes d'indépendance, c'est-à-dire d'irrévocabilité des membres. C'est vrai qu'on avait l'intention dans le projet initial d'avoir une instance avec 6 membres, etc. Le pouvoir gouvernemental a décidé que les instances indépendantes pléthoriques n'avaient aucun sens, et, vu la pratique et vu les expériences passées. Et donc, ils se sont limités à 3 membres seulement. Donc, il y aura 3 membres qui seront nommés
exclusivement par le chef du gouvernement et qui seront irrévocables pendant leur mandat, renouvelables une seule fois. Une instance avec 3 membres. 3 membres permanents. Permanents. C'est tout. Voilà. Il n'y aura pas de membres non permanents. Il y aura une administration, par contre, elle, qui sera assez développée parce qu'on a besoin d'énormément de technicité dans un domaine particulier, comme dans toutes les instances d'ailleurs. Et donc, mais ça, c'est une option. Faire 3 membres permanents seulement avec une administration assez renforcée. C'est la démarche qui a été suivie dans ce projet de loi. La stratégie et l'exécution, donc c'est ça finalement. Voilà, oui. la prise de décision, parce que aussi il faudra dire que l'instance va avoir un autre pouvoir qu'ont la totalité des autorités dans le droit comparé, puisqu'on est à peu près 120 autorités un peu partout dans le monde. Ces autorités-là sanctionnent les violations aux normes de protection. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça devient une juridiction de premier degré. D'accord. Et donc, cette instance, comme en Tunisie, comme l'INT, l'Instance nationale de télécommunications ou le Conseil de concurrence, va avoir la possibilité de sanctionner et donc de prendre des décisions à caractère juridictionnel de premier niveau. C'est pour cette raison-là que cette structure-là, ou ce conseil-là, va avoir parmi lui, dans sa composition, un magistrat pour que ces décisions soient conformes avec les normes. En plus, dans l'administration, il va y avoir un autre magistrat qui, lui, va faire l'enquête, etc., suivant les normes d'enquête dans les recours juridictionnels. Des sanctions plus dissuasives aussi contre les violations des normes de protection ça, des le règlement européen. Personnes. Exactement. Là, c'est l'harmonisation, justement. Oui. Alors, des sanctions pécuniaires prononcées par l'instance avec plafond de 4% du chiffre d'affaires. Hein. Oui. Donc, quand même. Hein, c'était le projet initial, effectivement, parce que c'est le règlement européen, c'est ce qu'il préconise. On a décidé par la pratique, il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 40 ans qu'en Europe on applique les normes de protection, et donc on a vérifié que le seul élément dissuasif ou la seule sanction dissuasive contre les violations, pour ce qui est des personnes morales bien sûr, c'est leur poche, donc l'argent. Et donc ils sont après 4 années de négociations pour le règlement européen, on a admis le principe que le plafond de la sanction va être 4% du chiffre d'affaires. C'est quelque chose qu'on a mis dans le projet, c'est ce que le gouvernement a enlevé, mais qu'on a toujours espoir de remettre de nouveau au niveau du Parlement quand on aura à discuter le texte. Parce que, il faut le dire, les gens ont peur. Ils se disent, une instance indépendante qui va pouvoir, prenons un exemple, Tunisie Télécom par exemple, qui a un chiffre, on n'est pas en train de parler de bénéfices, on est en train de parler de chiffre d'affaires. Donc, qui peut être sanctionné dans le maximum ou dans les situations les plus graves, en cas de récidive, etc., à 4%, c'est-à-dire mettre en difficulté une entreprise nationale aussi importante, mais c'est effectivement pas, il n'y a pas d'autre solution, j'en suis convaincu. Mais vous voyez le problème de l'indépendance des structures, aussi, le problème entre guillemets, donner autant de pouvoir, c'est nécessaire, mais comment avoir la garantie que ces structures-là puissent user de ces pouvoirs-là en essayant d'être proportionnelle, d'être avec ce qu'elle est en train de traiter, etc., avec beaucoup de responsabilités, avec une prospective assez importante, etc., ça pose de très très grands problèmes, ce qui va entraîner des problèmes au niveau du choix des personnes qui vont être à la tête de ces structures. Alors, vous avez élaboré aussi des régimes spécifiques encadrant le traitement des données personnelles sensibles. On parle de la sécurité défense, santé, voilà, vidéosurveillance, voie publique, recherche scientifique, journalisme, géolocalisation, Internet des objets, hébergement et cloud, profilage. Tout ça, oui, tout ça, ce sont les nouvelles tendances au niveau du traitement des données personnelles d'un peu partout dans le monde. Parce que ce qu'on a créé ou ce qu'on a mis, c'est l'esprit même du règlement européen. Il y a un régime général de traitement, mais quand vous arrivez à toucher à des données sensibles, où il y a des dangers beaucoup plus importants quant à la vie privée et la préservation de la vie privée des individus, vous allez avoir des régimes spéciaux. Ces régimes spéciaux vont être beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. C'est ce qu'on a fait. Ce qui fait qu'on a un chapitre entier qui sont sur les régimes spéciaux. Et ces régimes-là posent de grands problèmes. Je donne comme exemple, par exemple, quand les structures publiques chargées de l'ordre public ou de la sécurité publique et de la défense nationale interviennent, est-ce qu'on doit leur appliquer le régime général ou un régime spécifique? Vous allez me dire, tout à fait normal, un régime spécifique. Alors, discussion de ce régime spécifique, moi je leur ai toujours dit, et je le redis ici, notre ligne de conduite, c'est l'article 49 de la Constitution. C'est-à-dire limitation la nécessité, voilà, comment on limite, liberté, donc on limite par une loi, oui, premièrement, pas par un décret ou une circulaire, donc il faut que ça soit une loi. Deuxièmement, il faut que ça soit nécessaire. Garde-fou, oui. Pour ça, et il faut que ça soit proportionnel. Et donc, c'est la grande discussion. Actuellement, ce qui a été demandé par ces deux ministères principalement, qui a été rejoint ce groupe-là par la Banque centrale, c'est de dire, nous, on veut carte blanche dans ces domaines-là. Quand il s'agit de sécurité nationale, de défense nationale et de sécurité financière de l'État,
et monétaire, Mhm. vous n'avez pas à me contrôler. D'accord. On leur a dit, c'est pas possible. Même dans ce cas-là, je dois pouvoir avoir un contrôle minimum, mais avoir un contrôle. Il n'y a aucune autorité incontrôlable dans les rouages de l'État. C'est pour cela, cher Brigades, vous m'interpellez sur une question fondamentale sur laquelle aussi je vous ai entendu parler, c'est la question donc de la carte d'identité biométrique. Bah oui, c'est un cas d'école là, hein, Oui. c'est un cas d'école puisque C'est effectivement. c'est un cas d'école puisque la question qui s'est posée, c'est de tenir donc je dirais une base de données de Ouais. tous les citoyens avec Ouais. donc Exactement. les empreintes par le ministère de l'Intérieur Et les photos. et les photos aussi. Ouais. Et c'est pour cela donc que vous Et avez moi, je dirais pourquoi grincé. pas les données génétiques demain. Oui, voilà. Donc Ouais. et c'est pour cela que le texte a été retiré à la fin. Bah, il a été retiré parce que c'est l'entêtement du ministère de l'Intérieur. C'est pas autre chose. Quand on vient dire à une structure publique, ok, vous avez le droit de faire cela. C'est-à-dire de produire une carte d'identité biométrique. Et je le redis encore, merci pour l'occasion. Moi, je suis un défenseur beaucoup plus virulent de la nécessité de la carte d'identité biométrique que le ministère de l'Intérieur. Moi, je veux demain la carte d'identité biométrique. Parce que c'est la seule manière de développer l'économie numérique et de développer l'administration électronique qui est une nécessité, un impératif pour la Tunisie. Tout à fait. Bien. Donc, il le faut. Mais à quel prix? Avec quelle concession? Moi, je dis, il n'est pas question de créer une base de données, des données génétiques ou des données biométriques des Tunisiens. C'est grave, c'est attentoire à la liberté des individus, c'est contre tous les principes, c'est violent l'article 49, et je dis aux gens du ministère de l'Intérieur, allez lire les décisions des cours constitutionnels partout. Allez lire la décision de la Cour constitutionnelle allemande, du Conseil constitutionnel français, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour suprême de l'île Maurice. Mon Dieu. Si vous voulez pas regarder vers le nord, regardez vers le sud. Et attendez-vous ce mois-ci à avoir la décision de la Cour suprême indienne. Vous allez voir que tous vont dire non, c'est inconstitutionnel, c'est contre tout principe de protection des droits des individus. On ne fiche pas systématiquement les gens. C'est contre ça. Vous allez me dire, c'est parce que l'Allemagne a payé le prix avec le régime hitlérien. C'est pour ça qu'ils s'amusent plus avec ça. Il faudrait qu'on ait un régime hitlérien pour pouvoir dire non, c'est pas possible. Et en plus, en quoi ça peut vous être utile? Ça n'est pas utile. Je le dis et je Peut-être fais la certains preuve. revendiquent la menace terroriste Non, et le non, fait non, de cadenasser non. peut-être, donc on Pas essaie du tout. de limiter. Pas du donc tout. c'est, Regardez, quand on a quand on attrape un petit froid de rien du tout, on va pas prendre sans faire de la publicité un antibiotique, un augmentin ou je sais pas quoi. Et comme a dit Lao Tzu, on ne tue pas donc une mouche avec un canon. Un canon. Ouais, c'est ça. Ah bah, le ministère de l'Intérieur, avec le projet de base de données qui se cache derrière la carte d'identité biométrique, veut tuer la mouche qui est le terrorisme avec une bombe nucléaire. Ça, non. Il n'en est pas question. Les solutions existent. Et je leur ai donné les solutions. Mais apparemment, c'est une volonté claire de vouloir profiter du projet de carte d'identité nationale pour avoir beaucoup plus de moyens que ce nécessaire dans un régime démocratique. On n'est plus sous Ben Ali aujourd'hui. Voilà, on n'est plus sous Ben Ali et on s'en réjouit. Faut le rappeler et également alors aussi, voilà. Donc la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles, ça aussi, Ouais. donc c'est l'objet peut-être Ouais. même de ce forcing pour faire adopter ce texte-là. Ouais. Alors Chabrigades, beaucoup ont polémiqué autour de cette question-là, que la Tunisie va être blacklistée de nouveau. Mea dans culpa, une- mea culpa. Mea culpa. Il va revenir sur ces paroles-là sur RTC Non, non, aujourd'hui, pas du tout, Chabrigades. pas du tout. Alors, Pas du tout. le 25 mai 2018... C'est de la stratégie. C'est de la stratégie, voilà, il est stratège, Brigades. Voilà, donc le 25 mai 2018, on J'ai sera pas fait en l'école de guerre pourtant. J'ai enseigné, mais je l'ai pas fait. Donc le 25 mai 2018 entrera en vigueur ce règlement Oui, européen. exactement. C'est un règlement, ce n'est pas une directive, il faut le Ah rappeler. oui, mais donc, il faudrait c'est- que les gens sachent que la différence Exactement, qu'il y a donc entre les deux. la différence, c'est-à-dire il s'applique directement Exactement. et tous les pays qui n'appliquent pas ou qui ne mettent pas en conformité leur législation Non, non, avec ils la n'ont pas à le législation faire. européenne, voilà, donc seront finalement donc Oui. sanctionnés Ouais. ou blacklistés. Si vous pouvez nous éclairer davantage. Alors, de manière très très rapide pour ne pas, parce que c'est un peu technique, à 8 heures du matin, il faut pas embêter un peu les auditeurs. Non, moi j'ai Mais- des auditeurs qui sont Très bien, merveilleux, hein, très qui bien. sont avertis, qui Très sont bien. Ça me fait intelligents plaisir. et je les salue Mais- par ailleurs. Voilà. Oui, bon, alors vous êtes en train de me saluer parce que je suis un auditeur aussi. Alors, donc, ce que je veux dire tout simplement, c'est que la différence qu'il y a entre un règlement et une directive européenne, c'est que la directive doit être transposée dans le droit national par une loi nationale, ce qui n'est pas le cas du règlement. Le règlement, les Européens vont dormir le 24 mai au soir, vont se réveiller le 25 mai de cette année le matin, et même si leur Parlement n'a pas voté une loi conforme au règlement, le règlement va s'appliquer sur leur territoire. Quand même. Ça, c'est
pour les États de l'Union européenne. D'accord. Donc ils vont se réveiller tous le 25 mai, ils vont appliquer le même texte qui est le règlement européen, qui sont ces 99 articles qui sont magnifiques. Et magnifiques pas pour rien, je vous assure, c'est une œuvre d'art et qui a été négociée pendant 4 ans au niveau européen. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été comme ça parachuté. Bien, maintenant, ça c'est un premier point. Vous allez me dire, et nous, la Tunisie, on n'est pas dans l'Union européenne, alors. Excusez-moi le terme. Donc, pourquoi nous appliquer ce texte-là? Pas parce que c'est notre partenaire. Parce que dans ce règlement européen, quelle est une des règles applicables? On ne peut transférer des données personnelles d'Européens vers des États tiers, donc hors Union européenne, que si ces États ont retenez bien le terme, une protection adéquate. D'accord. C'est-à-dire une protection au moins similaire à celle qui va s'appliquer en Europe. Et vous parlez par exemple d'un délégué à la protection des données, le Data Protection Officer. Exactement. Et donc on va devoir, nous, se mettre au parfum, et donc au niveau du règlement européen. Alors ce qui va se passer, c'est que le 25 mai, si notre texte maintenant va passer mercredi au Parlement, avec priorité, il y a des chances qu'on puisse l'obtenir adopté en mai 2018. Parce qu'on est quand même à 2 mois. Un peu plus de 2 mois. Donc, 25 mai 2018. Donc presque 2 mois. C'est possible. Mais j'ai l'impression, cher Brigades, excusez-moi, peut-être vous êtes plus averti que moi sur la question, là, sur la commission des libertés, il y a pas mal de textes qui sont... Attention, aucun de ces textes-là n'a priorité. Oui. Celui-là va avoir, c'est ce que je disais, si Oufched nous donne vraiment des cadeaux magnifiques. Parce qu'il a mis la priorité sur le texte. C'est-à-dire que ce texte-là, quand il va rentrer à la Chambre, il va dépasser tous les autres et se placer en premier. Je ne sais pas si Naoufel Jamel est en train de nous écouter, je voudrais bien qu'il intervienne avec nous au 71 840 000. Sinon, Jamel, le président de la commission des libertés et des droits, parce que c'est à lui aussi de gérer un peu ces textes de loi au niveau de la commission. Bien sûr. Mais en tout cas, on verra comment ça va s'agencer et se faire au niveau du Parlement. Mais en tout cas, pas mai, juin, juillet. En tout cas, si on obtient d'ici juin, juillet un texte national tunisien, je le dis, je mesure bien ce que je suis en train de dire, on sera le seul État hors Union européenne qui aura un texte conforme au règlement européen. C'est-à-dire qu'on sera dans une whitelist, pas dans une blacklist. D'accord. La blacklist, moi, parce que les Tunisiens connaissent ce que ça veut dire la blacklist et ses dangers, j'ai utilisé ce terme pour réveiller les consciences et sur la gravité de la chose. Mais il n'en est pas question. Il n'y a pas de blacklist possible sur ce truc-là. Autrement, dans la blacklist, il y aura tous les États du monde. Ah, d'accord. Donc le 25 mai, si jamais la Tunisie n'adopte pas ce texte-là, on sera pas affiché, pour reprendre. On sera sanctionné au niveau des transferts de données, comme tous les autres États du monde. Voilà, des transferts Donc, pour transférer des données de l'Europe vers des États non européens, donc nous par exemple, ou le Maroc, on sera sur le même pied d'égalité. Ils transféreront difficilement des données vers nos pays. Alors, on parle des industries, des centres d'appel, on parle aussi des banques, on parle aussi des assurances, on parle aussi des cliniques. La question qui se pose là, nous étions en train de parler depuis le matin donc de l'État. Alors, au niveau des entreprises, est-ce qu'il y a une mise à conformité à mettre en place de la part des entreprises? Il y a des obligations. Des obligations. Des obligations qui vont devoir s'appliquer. D'ailleurs, une des grandes discussions au niveau du Conseil de ministres, c'était les délais d'application du texte. Nous, dans le texte, on a mis 3 mois. Ils se sont dit, c'est trop peu, il faut augmenter le truc. Bon, moi, personnellement, je suis disposé à aller à 6 mois, mais pas plus. Parce que on ne crée pas de nouveau comme s'il y avait rien avant. On est en train de rehausser le niveau. Et donc, les normes de protection existaient avec la loi de 2004. Donc, nous, on est en train d'améliorer la protection. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas à faire, par exemple, ce qu'on a fait avec la loi sur l'accès à l'information, où il y a eu 1 année. Et d'ailleurs, je vais vous dire les choses comme elles sont de manière brute et choquante même. Pour la loi sur l'accès à l'information, on a pris 1 an pour l'appliquer. Parce qu'on devait faire la classification de données, obliger les structures publiques à préparer les délégués à l'accès à l'information, préparer les sites web, etc. Les exceptions. Et tout aussi, ça, rien n'a été fait en 1 année. Rien n'a été fait. Et donc, vous pourriez donner 2 années pour appliquer la loi, rien ne sera fait quand les 2 années seraient passées. Donc arrêtons de jouer avec ça. Il faut y aller. Et alors, moi je reprends ce qu'a dit la présidente de la doyenne des autorités de protection dans le monde, qui est l'autorité française, CNIL. La CNIL. Eh ben, elle a dit, nous, le 25 mai, on va pas sanctionner. On va accompagner. On va aider les entreprises et les intervenants
à se conformer aux normes. Mais on va pas commencer à sanctionner le 25. Non, mais Chokri Gades, personnellement, je vais au-delà de ces considérations-là. Pour moi, je ne pense pas qu'on doit verser dans les sanctions, mais on doit se mettre à l'évidence que c'est une manne économique qu'on va perdre. Donc, c'est au-delà des sanctions, hein, c'est une manne, parce qu'aujourd'hui, vous avez dans l'industrie des... Et les entreprises l'ont compris, hein. Je les reçois tous bien les jours au bureau, moi. Oui. C'est des gens dont les partenaires disent, attention, après, mais on va être dans une situation embêtante parce qu'on pourra plus avoir les mêmes rapports avec vous. Exactement. Il faudrait que votre espace national soit un espace de protection. Et regardez maintenant, je vais vous dire quelque chose. Cette semaine même, il y a 4 manifestations. Vous allez être étonnés, qui sont organisées par des entreprises étrangères, européennes, sur le territoire national, pour travailler sur la conformité des entreprises tunisiennes au règlement européen. Parce que les Européens, je vais vous le dire aussi, n'ont pas envie de perdre le partenariat avec des entreprises tunisiennes. C'est clair, c'est clair. Et je parle aussi de Tunisair, je parle aussi de la CT, je parle mais alors aussi... vous allez être étonné pour Tunisair. Oui, vous allez me dire. Mais je parle aussi des Tunisiens résidant à l'étranger, c'est-à-dire les TRE qui sont 1 million, par exemple, en France, 1,3 million et quelques dans le monde, et qui eux-mêmes, je parle donc de l'Union européenne, qui eux-mêmes, ils ont la double nationalité, souvent. Donc, quelque part, ils sont aussi concernés par cette considération-là. C'est indépendamment des personnes, parce que nous, on est en train de parler maintenant de la nationalité des data, pas des personnes en elles-mêmes. Donc, indépendamment... Où est-ce que la donnée a été créée? C'est ça, ce qui lui donne sa nationalité. Donc qu'elle soit d'une donnée, parce que nous, par exemple, la loi, elle protège les personnes qui sont sur le territoire national, qu'ils soient nationaux ou pas. C'est la même chose pour l'Europe et pour le règlement européen. Moi, quand je suis de passage et un visiteur et un touriste pendant 3 jours sur le territoire européen, les données que je laisse et les traces numériques que je laisse doivent être protégées suivant la norme européenne, même si je suis pas européen. Vous allez me parler de Tunisair. Oui, Tunisair, c'est une société, une entreprise nationale qui est une fierté. La gazelle tunisienne et le drapeau et le fanion de la Tunisie, en espérant qu'économiquement ça marche un peu mieux. C'est une entreprise que le 15 juin, elle était dans la liste, 15 juin 2016, la liste des entreprises qu'on a envoyées au procureur de la République parce qu'elle était non protectrice des droits des données personnelles. C'est une entreprise qui a fait toutes ces procédures depuis et qui, tenez-vous bien, c'est la première entreprise nationale, publique, qui vient de nommer son DPO, c'est-à-dire son délégué à la protection, avant la parution de la loi. D'accord. Mais elle n'est pas elle est la première publique, mais elle est la 6e entreprise en Tunisie qui nomme son DPO, donc avant même l'obligation légale. DPO, il faut le rappeler, c'est le délégué à la protection des données. C'est l'acronyme anglophone, Data c'est Protection Data Protection Officer. Ça va devenir une obligation, c'est une obligation dans le règlement européen, c'est une obligation dans le nouveau projet de loi tunisien, et ça fait maintenant 1 an et demi qu'on dit aux entreprises, si vous voulez vous mettre aux normes, commencez par nommer un DPO. Alors l'UBCI l'a commencé, c'est pas de la publicité que je fais parce que c'est comme ça, c'est la seule banque qui l'a fait, c'est la Star. C'est une entreprise publique, j'ai oublié, mais parce que elle est à partie aussi participation étrangère française là, donc c'est l'assurance. Et il y a Cloud Temple l'hébergeur, et il y a plusieurs entreprises qui ont déjà nommé des DPO, qui ont commencé à travailler et à se conformer aux nouveaux normes de protection avant l'apparition de la loi. Parce qu'il faut être proactif dans ce domaine-là. Soit vous y êtes, soit vous allez partir. Voilà. Merci beaucoup, Chokri Gades. Je rappelle que vous êtes le président... Et la Tunisie, je veux pas que la Tunisie parte. Tout à fait, elle ne partira jamais. Exactement. Elle ne partira jamais. Vous êtes le président de l'instance nationale de protection des données personnelles. Nous avons parlé de ce projet de loi relatif à la protection des données personnelles qui amendera la loi numéro 63 de l'année 2004. Voilà, une trentaine de minutes qui passent très vite. Très très vite, c'est incroyable. Moi, c'est comme si c'était 10 secondes. Voilà. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Voilà, merci infiniment, merci à vous tous qui étiez donc à l'écoute. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Demain, ça sera Madame Sihem Ben Sedrine, la présidente de l'IVD, qui sera à la place de Chokri Gades. Je voudrais bien y être avec elle. Vous venez alors. Excellente journée, au revoir et à demain. Bye. RTCI vous a présenté Dans le vif du sujet avec Ennis.